Daniel Quint, bonjour. Merci de m'accorder un entretien là, pour les 11e journées hypnotiques de Biarritz. Et la question que je voulais te poser, c'était, puisque c'est une de tes spécialités, les phobies. En fait, quelle est la différence entre les phobies innées et les phobies réactionnelles en traitement? Alors, inné, je pense pas qu'une phobie soit fondamentalement innée au sens propre du terme. Par contre, je pense qu'il y a une fragilité au niveau du système limbique qui est trop performant, et là-dessus se greffent des événements de la vie qui font qu'une personne, à un moment donné, développe la peur d'un pigeon, d'une araignée ou de l'ascenseur, hein, ce qui est pas inné. Simplement, ils ont une espèce de fragilité ou de potentialité innée au niveau du système limbique qui fait qu'un événement peut déclencher une phobie. Je vais donner un exemple si tu permets. Si on se promène dans la forêt, tranquille, un dimanche après-midi, subitement on rencontre un ours. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Il est là, griffe acérée, à vos lèvres, on détale. Mais on détale parce qu'on enclenche un réflexe de survie profondément ancré dans les tréfonds de notre système limbique. Mais on n'a pas réfléchi, on ne s'est pas dit tiens c'est un ours, tiens c'est un prédateur, tiens je vais, etc. Non, on prend la fuite et c'est en rentrant chez soi qu'on se rend compte qu'on a une phobie de l'ours. Les neuroscientifiques disent à peu près, on a créé une carte cognitive, peur de l'ours, qui cognitivement n'était pas présente au moment de la rencontre avec l'ours. On enclenche un réflexe de survie totalement inconscient. Ce moment-là, on a peur de l'ours, ce qui fait que le week-end prochain, on a peur d'aller en forêt. Ensuite, ça s'étale, c'est-à-dire on va même plus dans une ville où il y a peut-être un zoo avec des ours, et surtout en regardant une émission animalière à la télé, dès qu'il y a un ours qui apparaît, on éteint la télé. On a créé une carte cognitive, peur de l'ours. Donc si on veut agir sur une phobie de l'ours ou de l'araignée ou de n'importe quelle autre bestiole ou situation, on applique en hypnose l'exposition, comme font les gens qui font du TCC, sauf qu'on les expose virtuellement. Attends, TCC c'est thérapie cognitivo-comportementale, hein, on est bien d'accord. Sauf qu'on les expose virtuellement avec un confort absolu qu'ils peuvent acquérir grâce à l'hypnose. Ensuite, on transforme cette expérience in vitro dans une expérience in vivo, c'est-à-dire on leur demande d'affronter l'objet de leur peur avec de l'auto-hypnose qu'on leur a enseigné pendant la séance, et à ce moment-là, ils se rendent compte que finalement, cette peur n'a pas lieu d'être. Et quand ils ont fait 2 ou 3 expériences correctrices comme ça, la phobie a disparu. Alors justement, tu sais qu'actuellement, ce qui se développe justement dans ces phobies, c'est l'exposition virtuelle par les masques de réalité virtuelle, où le psychothérapeute met la personne progressivement dans les situations de stress. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, Erickson a toujours dit qu'en hypnose, la chose imaginée est beaucoup plus puissante que la chose réelle. Donc je pense que si une personne vit en imagination une exposition à l'objet de la phobie, elle est plus puissante que si on leur projette sur un écran oui, un masque. Une espèce de situation. Je pense que l'expérience imaginaire est plus puissante que de regarder un film avec une exposition qui est pas ce qu'il faut, d'après moi. Alors, quand tu parles d'exposition progressive, par exemple en hypnose, est-ce que tu utilises la technique classique de la double dissociation? C'est-à-dire que la personne affronte, mais en étant sur un écran, par exemple. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. À Strasbourg, hein, les phobies des pigeons, il y en a plein. Je ne sais pas pourquoi les gens ont une phobie des pigeons. Hein. Ils ont une phobie des pigeons. Alors ils viennent avec la phobie des pigeons. Donc la question que je leur pose, quand, dans les 2-3 jours,
vous allez vérifier que ce que vous apprenez maintenant va être efficace. Et je demande à ce qu'ils me disent précisément, dans 2 jours, je vais sur telle terrasse avec tel ami pour boire un café. Quand j'ai cet objectif clair, net, précis, concret, je fais ma séance d'hypnose, confort, détente, bien-être, sérénité, tout ce qu'on veut. Ils reviennent de leur transe. Bien sûr, j'ai mis en place un inducteur d'auto-hypnose. Je leur demande, lors de la 2e séance, d'enclencher leur auto-hypnose où ils retrouvent le confort, le bien-être, la sérénité. Et après, je leur dis, dans 2-3 jours, vous allez sur la terrasse dont vous m'avez parlé, installez sur la terrasse, vous enclenchez votre auto-hypnose et vous passez un moment agréable. C'est ce qu'on appelle une progression dans le futur. La progression dans le futur va complètement modifier leur carte cognitive peur des pigeons, parce qu'ils vont vivre une expérience même pas peur. Et à ce moment-là, la première carte cognitive, à mon sens, elle s'atténue, elle disparaît, et après les gens peuvent aller sur les terrasses et les pigeons, ils s'en fichent complètement. Et quand tu dis que tu mets en place un déclencheur pour l'auto-hypnose, pour l'exposition, c'est un déclencheur psychique ou également corporel, c'est-à-dire, je sais pas, appuyer sur son pouce ou des choses comme ça. Voilà, c'est un ancrage que tu mets en place. C'est plutôt une histoire comme ça, mais appuyer sur le pouce, pour moi, c'est déjà de nouveau un geste conscient, volontaire. Ouais. Je préfère nettement les enclencheurs plus automatiques. C'est-à-dire, mais ça, ceux qui me connaissent savent très bien que j'enclenche ce que j'appelle un interrupteur d'auto-hypnose. C'est-à-dire que dans la séance d'hypnose, j'induis une lévitation d'un bras et surtout du premier doigt. Le premier doigt, ils enclenchent leur auto-hypnose confortable en laissant la légèreté revenir dans la main. C'est-à-dire, ils ne décident pas, je lève mon doigt. Ils laissent la légèreté revenir, et quand la légèreté revient et que le doigt se soulève tout seul, comme une rétroaction idéomotrice induite, à ce moment-là, l'auto-hypnose est, à mon sens, plus puissante que si on y met un acte trop conscient, volontaire dans la séance. Bien, bah écoute, je te remercie et je retiens quand même une chose, c'est-à-dire que c'était les réactions qu'on avait par exemple face à l'ours, on réagissait avant même d'avoir compris, et c'est effectivement ce qui va dans le sens des nouvelles théories sur la conscience, c'est-à-dire que notre cerveau réagit avant même d'avoir analysé, et ça pose beaucoup de problèmes. Oui, c'est exactement, je pense qu'on a quand même quelque part au fond de nous des, je ne sais pas comment dire, je ne vais pas dire des mémoires, mais qui reviennent des temps les plus anciens dans notre cerveau dit reptilien. Cro-Magnon, lui, il avait toutes les bonnes raisons d'avoir peur de l'ours. Et il a créé cette réaction automatique. Maintenant, nous, actuellement, je veux dire, la probabilité de rencontrer un ours quand on sort de la maison est quand même... Attends, moi j'habite en Ariège. Hein. Merci, Daniel.